Alors en plus, il y a une vision du monde vivant, une vision de la nature qui a beaucoup évolué au cours des temps, mais au XVIIIe siècle, au fond, naissent deux grands courants. Hein. Rousseau qui dit que la nature est bonne. Au Jardin des Plantes où je travaille maintenant, on avait un gars qui était extraordinaire, il trouvait que la nature voulait tout, faisait tout pour que les humains soient heureux. Hein. La preuve, le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille. Citrouille peut être mangé avec les voisins, enfin bref, tout ça est parfait. Mais en même temps, il y avait d'autres naturalistes, en particulier Buffon, qui dirigeait le Jardin du Roi au XVIIIe siècle, qui était en même temps un industriel, peut-être que ça changeait un peu sa vision du monde, et qui possédait des forges à Montbard, près de Dijon. Hein. Et Buffon, lui, en revanche, déteste la nature. C'est un des grands naturalistes, mais il déteste la nature sauvage. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça, mais il parle des plages désertes, les tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Il dit que cette nature-là paraît dans la décrépitude, qu'elle est chargée de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Il dit que la nature brute est hideuse et mourante. Voilà. Et que c'est lui, l'homme, qui peut la rendre agréable et vivante. Desséchons les marais, animons les eaux mortes, mettons le feu aux vieilles forêts, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Voilà. Après, on va faire une belle nature cultivée. Ces deux visions de la nature, une nature mauvaise qu'il s'agit totalement de domestiquer, et une nature bonne, sont deux visions qui s'affrontent aujourd'hui encore dans nos sociétés, comme vous pouvez le constater constamment. On n'a, en gros, pas évolué sur ce débat, si vous voulez, entre Rousseau et Buffon. Et je pense que c'est un peu dommage et qu'il y aurait peut-être des manières de prendre les problèmes qui permettraient d'avancer un petit peu par rapport à ça. C'est ça que je voudrais vous parler. Alors pour comprendre la nature, il a fallu attendre quand même le milieu du XIXe siècle avec Darwin, la sélection naturelle. Je n'ai pas le temps de revenir sur ce processus qui ressemble à la sélection dont on nous a déjà parlé de toute façon ce matin. Mais Darwin, donc, dans l'origine des espèces, en 1859, va présenter sa théorie et va montrer comment la sélection naturelle permet d'expliquer l'émergence de la diversité. Alors, il va d'abord critiquer la notion d'espèce, il va montrer qu'effectivement, dans un schéma comme celui-là, ça c'est le schéma majeur, peut-être. La biodiversité, si vous voulez y penser, essayez d'y penser avec ce schéma-là. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, je vais y revenir plusieurs fois, mais de vous en montrer toute la subtilité, mais voilà, donc le temps va de bas en haut, et horizontalement, c'est une divergence écologique dont il s'agit. Alors, donc là, vous voyez une forme vivante qui fabrique des nouveautés. Ces nouveautés, la plupart s'éteignent. Celles qui sont les moins en compétition les unes avec les autres se maintiennent plus facilement que les autres, et du coup, les branches s'écartent. Et c'est comme ça que, progressivement, à partir d'une même forme, vont s'en fabriquer plusieurs. Les choses vont s'écarter progressivement. Du coup, on va au début les appeler des variétés, puis après on les appellera des sous-espèces, puis des espèces, puis des genres. Et donc, l'espèce n'est jamais qu'une catégorie parmi d'autres dans la manière dont on décrit la diversité, ce qui va à l'encontre, évidemment, de la vision de Linné où chaque espèce était la créature du créateur. Hein. Et Darwin, d'ailleurs, dès l'année suivante, la publication de l'origine des espèces, écrit à un ami « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Je suis content qu'il ait employé le mot bigote, j'ai laissé en anglais pour que vous voyez que c'est bien bigote. Hein, j'ai pas... Et je pense que cette vision religieuse de la biodiversité, d'une biodiversité ancestrale, vachement bien et tout, et qu'il faudrait conserver, hein, eh bien, on est encore beaucoup dedans, et qu'elle fait des ravages non seulement dans le grand public, mais aussi chez les scientifiques et aussi chez les praticiens. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Alors les espèces, je vous préviens qu'elles se conduisent extrêmement mal. Normalement, on dit qu'elles ne se croisent pas entre elles. C'est pas vrai, elles n'arrêtent pas de le faire. Souvent, bon, il arrive quand même que ça donne rien. Là, on n'a jamais vu d'hybride sortir de ça. Je ne sais pas si ça peut arriver. Mais vous savez sans doute maintenant que entre les chevaux, les ânes, les zèbres, etc., il y a des tas d'hybrides dont certains sont stériles et d'autres pas. Que les tigres et les lions et les léopards font des hybrides dont on a aussi cru que les hybrides seraient stériles et puis ils ne le sont pas. Hein, pas tous. Et enfin, d'ailleurs, je vous conseille quand même l'élevage de ce charmant animal qui est un hybride entre un ovin et un caprin, entre un mouton et une chèvre. Hein. J'espère que vous aimez ça. Et c'est quand même là, on n'est plus entre deux espèces. Là, c'est des genres, même c'est les ovins et caprins, c'est loin dans la classification. Hein. Et non seulement il existe, mais il est fertile, malgré des nombres différents de chromosomes des deux espèces de départ. Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire de l'interfertilité, c'est juste du rêve. Hein. Il y a en gros, la diversité du vivant, elle s'organise dans cet arbre qu'a dessiné Darwin. Il y a un moment où on appelle les branches des espèces. Il n'y a pas à en tirer plus que ça. Et du coup, il n'y a pas à avoir cette vision fixée du monde vivant. Et du coup, eh bien évidemment, il faut arrêter de voir ce monde comme créé. Et moi, je suis désespéré de voir à quel point les gens sont créationnistes. En fait, souvent, ils sont évolutionnistes, mais ils vont remplacer le mot créateur par le mot évolution.
l'évolution a créé les espèces. Au lieu de dire le créateur a créé les espèces. Mais au fond, ça revient au même. Mais l'évolution n'a pas créé les espèces. L'évolution est constamment en train, et aujourd'hui encore, d'agir. Et c'est ça que je voudrais voir. Il faut substituer à cette vision. Le mieux, c'est encore quand les gens disent l'évolution a créé les espèces, et à la fin, elle a créé l'homme. Là, on est en plein dans la Genèse. Après, la dernière espèce arrivée sur Terre, c'est pas l'homme, c'est le moustique du métro londonien. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Donc, effectivement, il faut substituer à ça une vision dynamique, une vision dans laquelle toute la diversité est quelque chose qui bouge tout le temps. Alors, est-ce que dans ces cas-là, la diversité peut être à l'équilibre? Est-ce qu'il y a un équilibre de la biodiversité? Eh bien, regardez bien ce qui se passe là-dedans. En fait, tout change tout le temps. Il n'y a pas moyen de décider que les choses vont plus bouger. Ce que vous pouvez dire, c'est que s'il existe un équilibre, c'est un équilibre entre le fait qu'il y a tout le temps des lignées qui s'éteignent et puis tout le temps des lignées qui divergent. C'est un équilibre entre des processus d'extinction constants et des processus de divergence. Mais ça, je voudrais que vous vous rendiez compte que les processus d'extinction et les processus de divergence, c'est des processus dynamiques, et que donc s'il y a un équilibre, c'est un équilibre dynamique. Ce n'est pas un équilibre statique, ce n'est pas l'équilibre d'une statue, c'est l'équilibre. Même ça, c'est un équilibre pas très stable, mais stable quand même. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas voir la biodiversité comme ça. Il faut la voir comme un vélo. C'est parce qu'elle bouge qu'elle se maintient. D'accord? Alors, c'est si vous l'arrêtez qu'elle tombe. Donc, j'espère que vous me voyez venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je suis dans un processus où il y a de la biodiversité, où cette biodiversité, je souhaite la conserver pour une raison ou pour une autre, et ça, je finirai là-dessus, eh bien, dans ce cas-là, je vais effectivement devoir réfléchir à un processus dynamique. Il y a d'autres systèmes dynamiques. Un avion, ça se maintient en l'air parce que ça avance et que ça crée une sous-pression sous les ailes. Un satellite, ça se maintient autour de sa planète parce que son mouvement de rotation compense la force centrifuge. Et vous savez, j'aime bien l'image du satellite parce que imaginez que ça commence à ralentir. Vous savez ce qui va se passer si votre satellite ralentit? Un jour ou l'autre, il tombera. Mais il ne tombe pas tout de suite. Alors les gens optimistes disent « Ah bah ouais, non, mais il a ralenti, mais tout va bien, il ne tombe pas ». Mais les gens un peu avertis disent non, tout ne va pas bien, il ralentit et il va tomber. Donc, et entre le moment où il commence à ralentir et le moment où il tombe, il y a tout un moment où on aurait pu le relancer un peu. Et vous voyez, donc, une équilibre dynamique, c'est quelque chose qui peut arriver dans une dynamique d'effondrement et tombe pas tout de suite. Mais une fois qu'on est dans cette dynamique-là, si on n'agit pas, alors là, il y a un moment où ça va faire mal. Il y a un autre équilibre dynamique auquel vous avez l'habitude, au fond, intuitivement de penser, c'est votre propre corps. Nous mangeons, nous excrétons, nous respirons, et c'est ça qui fait ce qu'on est. Eh bien, imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Eh bien, évidemment, vous ne seriez pas d'accord. Donc, j'espère que vous me voyez venir. Ne croyez pas que vous sauverez la biodiversité en la mettant au frigo. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Svalbard, mais on va y revenir. Voilà, donc effectivement, je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on est en face d'un équilibre dynamique, qu'on n'est pas en face d'une création stable, et qu'il n'y a pas un retour à l'Éden originel ou à la conservation d'un machin qui était vachement bien au départ, ressources génétiques ou autres, mais qu'on est dans un système dynamique, eh bien, on va voir les choses autrement. Alors l'agriculture, dans ce cadre-là, eh bien, notre agriculture, le malheur, c'est que pour des raisons qui étaient parfaitement louables au départ, elle a fait ce qu'elle pouvait pour se débarrasser de cette diversité. Alors, à tout point de vue, je ne vais pas revenir là-dessus, mais les champs cultivés aujourd'hui sont des champs dans lesquels la diversité, aussi bien dans les sols que dans les plantes cultivées elles-mêmes, sont extrêmement faibles. Alors, on va vous dire, ah oui, mais c'est pas grave, la diversité, elle est conservée dans les banques de graines des sélectionneurs. Mais moi, je m'en fous des banques de graines, parce que les banques de graines, elles ne sont pas dynamiques. Et je voudrais insister sur le fait que, évidemment, quand on en arrive là, ça devient un peu catastrophique pour les gens qui pensent que la biodiversité est utile, je vais y revenir. Mais évidemment, une fois qu'il y a beaucoup d'homogénéité, eh bien, la seule solution pour lutter contre un certain nombre de maladies, ça va être effectivement d'employer des phytos. Moi, j'ai rien contre les phytos en eux-mêmes, mais je pense qu'effectivement, si jamais on se pose la question, et on va y revenir un petit peu, est-ce que vraiment nous avons envie de jouer avec notre chimie à une course contre l'évolution des êtres vivants? Eh bien, je voudrais vous dire que si on joue à une course comme ça, je crains qu'on ait assez peu de chances de gagner. Fabriquer des systèmes aussi homogènes que ce qu'on fait actuellement et croire qu'en traitant, on réglera les problèmes de maladie, je pense que c'est s'exposer à un vrai problème catastrophique à moyen terme. Et évidemment, conserver la diversité dans un frigo, je vous ai déjà dit ce que je vous en pensais. En fait, garder des graines dans un frigo, c'est justement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Si on veut avoir de la diversité et qu'elle soit utile à l'agriculture, il ne faut pas avoir des graines qui vont d'ailleurs plus ou moins progressivement perdre leur pouvoir germinatif dans le frigo souterrain en question, mais il faut avoir de la diversité dans les champs.
Bon, je passe sur le fait. Et je voudrais vous dire pourquoi je pense que c'est très important. Darwin, quand il a présenté la sélection naturelle, a écrit « On peut dire que la sélection naturelle, tous les jours, à toute heure, partout dans le monde, scrute chaque variation, même la plus infime, rejetant celle qui est mauvaise, préservant et additionnant tout ce qui est bon. Elle travaille silencieusement et insensiblement partout et à tout instant où l'opportunité se présente à l'amélioration de chaque être organique en relation avec ses conditions de vie inorganiques et organiques. » La sélection naturelle fait ça, elle le fait avec une efficacité folle parce qu'elle voit tout, en quelque sorte, dit Darwin. Les sélectionneurs, que ce soit d'animaux ou de végétaux, ils le font aussi. Ils regardent tout ce qu'ils peuvent et ils vont sélectionner en fonction de ça. Mais ils en voient beaucoup moins. Le malheur, surtout, c'est que les sélectionneurs, par rapport à la sélection naturelle, ils ont un gros problème, c'est qu'ils travaillent que sur ce qu'ils voient. Alors, pendant longtemps, ça n'a pas été un vrai problème. Mais je voudrais vous dire que ce processus de sélection, et c'est drôle, j'ai repris une image qui a déjà été reprise par Fabrice Houdbert, mais j'ai pris un autre aspect de la chose. Vous savez, donc, on a déjà vu, les joueurs d'échecs ont été battus par des ordinateurs. Et même, à l'époque, d'ailleurs, les joueurs de Go ont ricané en disant aux joueurs d'échecs, vous voyez bien que votre jeu, il est très facile, le Go, c'est vachement plus compliqué, on n'y arrivera jamais. Et il y a quelque temps, un premier système, effectivement, a réussi à battre le grand maître de Go à plusieurs reprises. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce système informatique qu'on avait nourri de toutes les grandes parties de tous les grands maîtres de Go du monde, qui avaient appris à jouer au Go vachement bien, a été battu quelques mois plus tard par un autre ordinateur à qui on n'avait rien appris. Je ne sais pas si vous savez tout ça. Il y a on a fabriqué un système qui s'appelait AlphaGo 0, starting from scratch, c'est-à-dire qu'il part de rien. On lui a juste donné les règles du jeu de Go et on l'a laissé jouer contre lui-même. Et il a appris tout seul, en jouant contre lui-même, à jouer tellement bien qu'il a battu 100-0 l'ordinateur précédent. Je ne vous parle pas des grands maîtres qui ne touchent plus leur bille et qui, maintenant, se contentent d'imiter AlphaGo 0. On a adapté le même processus aux échecs et ça a donné le même résultat. Aujourd'hui, le processus Alpha 0 est capable de battre n'importe quel maître de n'importe quel jeu au monde, à condition que vous lui donniez simplement les règles. Comment il marche ? Eh bien, il marche exactement comme la sélection naturelle de Darwin. C'est-à-dire que vous avez des arbres, et que dans ces arbres, il y a des lignées qui marchent, des lignées qui ne marchent pas, et qu'on garde ce qui marche, et qu'on enlève ce qui ne marche pas, et qu'on recommence, etc. Et que c'est la diversité du système. Il y a un générateur de diversité dans le système, de manière à pouvoir tout le temps refaire de la sélection. Et c'est de la sélection sur de la diversité qui permet de faire cette efficacité incroyable. C'est difficile d'imaginer qu'au fond, un système aussi bête que le fait de sélectionner parmi une diversité aléatoire soit plus puissante que notre cerveau extraordinaire. C'est difficile d'imaginer qu'en apprenant bien à jouer à un ordinateur, à jouer au Go, eh bien, il va être moins bon qu'un ordinateur qui a appris tout seul par ce processus. Mais je vous demande de bien vous pénétrer de ça, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré toute notre science, malgré toutes nos connaissances, actuellement, les systèmes vivants ont une capacité bien plus forte que ce que nous savons faire, à évoluer et à trouver des réponses à ce qu'on fait. Bien sûr, on peut jouer la petite course de la chimie, on peut dire « Ah bah oui, quand les bactéries deviennent résistantes à un antibiotique, je vais trouver un autre antibiotique. Quand les plantes deviennent résistantes à un herbicide, je vais trouver un autre herbicide. » On l'a fait avec l'atrazine, on est en train de le faire avec le Roundup. Moi, je pense que cette course est perdue d'avance. La seule manière de faire de l'agriculture durable, alors je vous signale qu'effectivement, maintenant, les systèmes d'ordinateurs travaillent beaucoup avec des processus évolutifs. Bon, je passe là-dessus, je n'ai pas le temps, mais je voudrais vous dire que sur les plantes cultivées, eh bien, la diversité, elle s'est fabriquée comment ? Elle s'est fabriquée par la sélection. C'est la sélection des paysans, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, qui a fabriqué toute la diversité des plantes cultivées. Moi, quand j'étais enseignant en génétique à l'agro pendant longtemps, et figurez-vous que j'ai enseigné, pas très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, mais j'ai enseigné que la sélection détruisait la diversité. Et c'est drôle, parce qu'en même temps, je faisais de la recherche sur Darwin, où j'étudiais le fait que la sélection produisait de la diversité. Donc en fait, la sélection, elle en produit ou elle en détruit de la diversité selon comment on la pratique. Et actuellement, le problème, c'est qu'effectivement, la plupart des méthodes de sélection détruisent la diversité. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu d'avoir, vous vous souvenez, cette idée que la sélection scrute tous les jours, à chaque heure, toute la diversité de chaque plante dans chaque milieu, eh bien ça, c'est fini. La plupart des plantes qui sont cultivées, elles ne seront jamais sélectionnées ni sélectionnables. S'il y en a une qui trouve un truc génial pour résister à toutes les maladies du monde, eh bien, elle passera simplement chez le meunier et elle se fera écrabouiller comme les autres.
pour qu'une plante ait des chances de faire quelque chose d'intéressant, il faut qu'elle soit chez un sélectionneur. Je pense que nous avons là un grave problème. Nous devons réouvrir la base génétique des plantes cultivées. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'avoir des sélectionneurs. Ne vous inquiétez pas, monsieur Després, ce n'est pas ce que je pense du tout. Mais ça veut dire en revanche qu'il faut absolument que les sélectionneurs travaillent avec les agriculteurs, qu'il y ait de nouveau une contribution des champs cultivés à la production de diversité sur l'ensemble des espèces cultivées. Ça demande un vrai changement de paradigme. Et en fait, c'est un changement de paradigme beaucoup plus global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un système biologique évolutif qui est d'une efficacité folle. Ce système est parfaitement capable de s'adapter. Il s'adaptera à n'importe quoi. Et il y aura au prix d'extinction, choses comme ça, mais il s'adaptera. Et si jamais nous essayons de jouer contre ce système naturel, contre cette évolution, eh bien, nous allons perdre. Oh, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça fait qu'un peu moins d'un siècle qu'on a réussi à commencer à vraiment enrayer les processus évolutifs dans les plantes sur lesquelles on travaille. Il y a deux options à l'heure actuelle. L'une, c'est de croire que je peux garder la diversité dans un frigo à Svalbard, comme si elle avait été créée par un créateur bienveillant, et essayer qu'elle disparaisse aussi peu vite que possible. Ou bien me dire, eh bien non, je vais remettre en œuvre des processus naturels dans les agroécosystèmes. Alors, je vous ai parlé là que des aspects génétiques parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y aurait des aspects plus écologiques. Je pense qu'une vision durable de l'agriculture, c'est une vision dans laquelle l'agriculture est une manière d'orienter des agrosystèmes dans les directions qui nous plaisent, en utilisant toute la puissance des processus de sélection naturelle, plutôt qu'un système dans lequel on essaye de tout maîtriser et dans lequel on va se battre contre la sélection naturelle en permanence. Si on se bat contre la sélection naturelle en permanence, on finira par perdre. Il y a actuellement quelques petits essais un peu légers sur les semences paysannes, etc. Je pense que ce n'est pas ça qui sera la solution finale, mais je pense qu'effectivement, il est absolument urgent de remettre en œuvre des pratiques agricoles durables qui soient fondées donc, sur les processus naturels de biodiversité. Biodiversité des semences, ça veut dire effectivement, comme je vous le disais, remettre en œuvre du travail entre les agriculteurs et les producteurs de semences. Ça veut dire remettre des gens dans les champs. Bon, il y a des gens qui vont regretter, il y a des gens qui trouvent que c'est drôlement bien que tout le monde soit dans les villes et puis plus personne dans les campagnes. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Ça veut dire aussi remettre de la diversité interspécifique dans les champs, de manière à justement, on parlait de l'imitation des produits phyto, il y a d'autres méthodes que juste la génétique, il y a aussi l'écologie. Bon, je passe là-dessus. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations de changements globaux extrêmement forts. La seule manière pour que nos agrosystèmes résistent, ça sera qu'ils aient toute la diversité possible, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ces changements globaux, pour y résister, il faudra toute la diversité possible dans chacun des agrosystèmes. Je dois vous dire que donc c'est la remise en route de la dynamique de la biodiversité dans nos agrosystèmes qui, pour moi, est la solution de la durabilité à moyen terme. Et je pense que ça vaut la peine que la profession y réfléchisse, parce que si on arrête la dynamique de la biodiversité, si on arrête le vélo, je vous l'ai déjà dit, on tombe et ça fait mal. Et je dois vous dire aussi que quand on fait de la futurologie, ce serait quand même bien de temps en temps d'imaginer que les choses ne vont pas continuer comme elles étaient, mais que si elles continuent comme elles étaient, un jour ou l'autre, on va finir par rejoindre un précipice. Donc voilà, je voudrais vous dire que ce que je vous dis là, je ne sais pas si vous trouvez ça positif ou négatif, j'en sais rien. Je voudrais vous dire que ce n'est pas toute la communauté scientifique qui est là-dedans, parce qu'une grande partie de la communauté scientifique est obnubilée par les progrès techniques et se préoccupe assez peu de la quantité, de la manière dont les systèmes dynamiques fonctionnent, dont la complexité des systèmes vivants fonctionne. Mais je voudrais vous dire de toute façon de vous méfier des scientifiques, et je vous remercie.